Donc j'en profite pour remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Alors je n'ai pas de lien d'intérêt particulier. Les données que je vais vous présenter sont issues d'un article qu'on a publié récemment. Donc j'en profite pour citer les co-auteurs également présents dans la salle. Donc Niad Barawuti, Fabrice Giraudet, Nicolas Valert, Vincent Isnard, Annie Moulin et Clara Suède. L'idée, c'est de partir du principe que donc, je travaille dans un institut de recherche biomédicale des armées, qu'on doit s'occuper des militaires qui travaillent dans le bruit, donc ils sont exposés à des niveaux de bruit importants, qui sont potentiellement inducteurs de lésions, et en parallèle, ils doivent également gérer des communications radio dans un milieu bruyant. Donc on a deux potentielles causes d'une difficulté à comprendre la parole dans le bruit chez eux. Une qui est liée à l'environnement, le masquage des signaux de parole par le bruit, mais également une qui est liée à l'état de leur système auditif qui peut être altéré du fait d'une exposition chronique au bruit. Alors pour prévenir l'altération de l'état auditif du militaire, classiquement on a deux modes de prévention. Une prévention primaire qui consiste à les protéger du bruit environnement. Donc c'est les casques, les bouchons anti-bruit, mais comme le professeur Ducournau a pu l'évoquer précédemment, il y a des limites à ce type de protection, des limites ergonomiques en particulier. C'est la raison pour laquelle on utilise également une prévention secondaire qui est liée à une surveillance périodique de leur seuil audiométrique, mais malheureusement qui est également utilisée pour sanctionner l'aptitude ou l'inaptitude à réaliser leur métier. Donc il y a une potentielle crainte du militaire lorsqu'il passe ce type d'examen. Donc on a ainsi des limites à la prévention primaire et secondaire. Prévention primaire, donc les bouchons, limites liées à l'ergonomie, liées également à la variabilité interindividuelle dans l'atténuation qu'on peut avoir lors du port de protection. Et des limites liées à la prévention secondaire, parce qu'on a des seuils audiométriques donc mesurés classiquement entre 250 et 8000 Hz, mais qui sont finalement, dans notre population, peu prédictifs des capacités auditives. Ça a été légèrement évoqué précédemment, avec des mesures supraliminaires qui ne sont pas prédites par des mesures liminaires, et également faiblement liées à l'historique de l'exposition au bruit. Bien souvent, on a des populations qui, alors qu'elles revendiquent des niveaux d'exposition différents, ont des seuils audiométriques qui sont identiques. Donc ce qu'on veut obtenir pour améliorer la prévention secondaire, c'est un test qui soit d'une part lié aux capacités auditives du sujet, aux capacités supraliminaires, et qui soit également lié à l'exposition au bruit que peut connaître ce sujet tout au long de sa vie professionnelle ou autre. Lorsqu'on fait un bilan de la littérature, on peut voir qu'il y a toute une série de tests qui sont liés justement aux capacités auditives et à l'exposition au bruit. Parmi eux, donc l'audiométrie de très haute fréquence, donc le seuil audiométrique pour les fréquences supérieures à 8000 Hz, comme 12500, 14000, 16000. Également les tests psychoacoustiques qui ont pour objectif d'évaluer le codage temporel, celui de l'enveloppe avec les seuils de détection de modulation de fréquence, ou celui de la structure fine avec le seuil de détection de modulation de... Pardon, j'ai marqué les fréquences, mais c'était amplitude pour le premier, et fréquence donc pour le second. Et également des tests électrophysiologiques, les auto-émissions ou l'électrocochographie avec la mesure de l'onde 1 en particulier. La question, c'est parmi tous ces tests, lequel est le plus prédictif finalement de la compréhension de la parole dans le bruit dans notre population donc de militaires exposés au bruit, donc des militaires en service qui sont entre guillemets relativement jeunes, donc la moyenne d'âge était 38 ans dans notre échantillon, exposés au bruit entre 1 an et 31 ans, un bruit donc avec les caractéristiques que je vous indique ici. On mesurait donc leur capacité auditive pour les différents tests suscités dans un laboratoire mobile dont vous avez la photo. Et donc on avait une population non entendante, au moins pour les fréquences indiquées. On a utilisé 3 types d'audiométrie vocale dans le bruit. Une première qui était liée à la capacité à reconnaître des mots courts dans le bruit pour différents rapports signal sur bruit.
La seconde, qui consistait à identifier des consonnes, également pour différents rapports signal bruit. Et la troisième, qui était le Framatrix. Les tests physiologiques, donc les autoémissions acoustiques pour évaluer l'état des cellules ciliées externes et l'électrocochographie pour les synapses entre cellules ciliées internes et nerfs auditifs pour évaluer donc ces fameuses synaptopathies, c'est tenter qu'on puisse les mettre en évidence. Les tests psychoacoustiques, je vous ai précédemment donc présenté les capacités de détection de modulation de l'enveloppe et de la structure fine. Donc, on mesurait toutes ces capacités chez chaque individu et ensuite on cherchait à prédire, grâce à un modèle, leur capacité de compréhension de la parole dans le bruit. Ce que le modèle révèle, c'est que la mesure la plus importante pour prédire ici, par exemple, le score au Framatrix, c'était le seuil audiométrique de très haute fréquence. On voit donc c'est la première variable en termes d'importance. La deuxième ici était l'ancienneté, donc l'exposition au bruit, et ensuite d'autres variables liées aux auto-émissions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce lien entre audiométrie très haute fréquence et capacité à comprendre la parole dans le bruit, on pense qu'il est plutôt lors d'une corrélation, pas forcément d'une causalité. On a une exposition au bruit qui induit une altération des cellules ciliées de la base de la cochlée, celle qui code pour les très hautes fréquences, et donc qui va produire une élévation du seuil auditif pour les très hautes fréquences, donc ici 12 500 Hz. Mais cette même cause, donc cette même exposition au bruit, produirait également donc une destruction peut-être des synapses des fibres à seuil haut, cette fameuse synaptopathie, qui, elle, serait la cause de la dégradation de la compréhension de la parole dans le bruit. Donc, on n'a pas forcément une relation causale entre les deux variables, mais on peut avoir une même cause qui va induire à la fois donc cette élévation du seuil auditif et cette dégradation de compréhension de la parole dans le bruit, tout ça pour aboutir au fait que nous plaidons pour utiliser donc le seuil audiométrique mesuré dans les très hautes fréquences, ici à 12 500, pour réaliser le suivi périodique des personnes exposées au bruit. Le rationnel serait que ce seuil audiométrique très haute fréquence serait une sorte de biomarqueur qui pourrait intégrer l'ensemble des agressions que subit l'oreille interne tout au long de la vie du sujet, donc aussi bien le bruit, mais également les médicaments, l'exposition aux solvants, les facteurs de risque cardiovasculaire, le vieillissement, etc. Et au final, dans une pratique quotidienne pour évaluer donc l'audition de personnes exposées chroniquement au bruit, nous plaidons pour utiliser donc l'audiométrie très haute fréquence. Du fait d'un ensemble de compromis, elle est donc du coup plus sensible que l'audiométrie conventionnelle. Elle permet de dissocier ce qui relève de la prévention secondaire de ce qui relève de l'aptitude chez les personnes exposées, et elle est relativement rapide et d'un coût modéré. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des recommandations d'âge pour les hautes fréquences? Est-ce qu'il y a des normes en fonction de l'âge, c'est ça? Par exemple, je ne suis pas certain d'avoir toujours un 12 500. Oui, dans la population en tout cas qu'on a pu évaluer, on a obtenu un seuil pour certains. Après, oui, c'est vrai que le problème, c'est qu'il n'y a pas de normes officielles en termes d'audiométrie très haute fréquence. Cependant, il y a quand même plusieurs publications qui tentent d'aborder ce sujet de la norme. Et nous-mêmes, nous sommes en train de concevoir nous avons une cohorte et nous espérons justement, avec des pays collaborateurs, arriver à pouvoir produire une norme à court terme. Magnifique, merci beaucoup. Merci.